Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous essayons un nouveau format de podcast. On va essayer de le faire à trois. Alors, nous sommes avec Sophie Duhart, championne de France, détentrice du record de France de 3000 steeples de 2007 à 2022, ayant participé aux Jeux de Pékin en demi-fond et championne d'Europe de cross-country. Merci d'avoir répondu présente. Bonjour Kevin. Et Jean-Baptiste Chétouche, donc qui est actuellement en Master 2 STAPS et Ops avec moi. Alors il faut que je fasse un petit récap pour les auditeurs. Ça fait près d'un an que j'ai pas sorti d'épisode parce que j'ai repris mes études en Master. Et JB est avec moi, on est en train de finaliser le Master 2 là. Donc bon, il va être major de promo, mais surtout responsable de la partie profilage physiologique au Krebs et Satuc. Un sujet que j'aimerais qu'on aborde aussi au cours de cet épisode. Yes, bonjour Kevin. Merci d'être là aussi. Alors déjà, Sophie, est-ce que tu pourrais nous faire un petit récapitulatif de ton parcours sportif? Parce que j'ai vu que tu avais un sacré palmarès. En fait, alors moi j'ai une carrière un peu atypique, une carrière à la fois longue et j'ai attaqué assez tard la compétition puisque j'ai attaqué ma première licence était en junior 2. Donc c'est pour ça que pour les jeunes que nous avons dans le groupe, je leur dis vous avez le temps de faire les choses bien. Donc me concernant, j'ai commencé une première partie de carrière sur le 3000 steeple où j'ai détenu le record de France comme tu l'as dit X années où j'ai fait mes meilleurs résultats en championnat du monde puisque j'ai fait 5e au championnat du monde à Osaka en 2007. J'étais finaliste en 2009 à Berlin, avec de multiples aussi championnats d'Europe. Des places en équipe même d'Europe. Donc des choses voilà, assez sympas qui m'ont fait voyager dans le monde entier. Parallèlement, ensuite, en fait, mon premier et second coach sont partis et j'ai découvert David à Balma et j'ai eu une seconde partie de carrière sur le 5000 et le 10 000. Je me suis orientée assez vite avec des résultats puisque la première année, je me qualifie pour les championnats du monde à Moscou en 2013 et avec un entraînement un peu britannique, en fait, je deviens assez forte en cross et qui pour moi en fait n'est qu'une préparation, mais régulièrement en fait 5e, 4e en position. J'ai visé le titre exclusivement donc en 2014 je crois, 2013 et titre que j'ai obtenu. Donc parce que voilà, les records sont faits pour être battus, les titres restent. Et puis aussi des choses que je n'avais pas faites, des titres notamment sur cross, championnat de France de cross, qui ont fait partie aussi de mes quêtes. Et progressivement, en fait, on m'a demandé pousser vers le marathon. J'avais soi-disant un avenir sur le marathon. J'étais pas quelqu'un de convaincu sur ça. C'était pas en termes de kilométrage, mais en termes d'approche mentale. Je suis quelqu'un qui aime, qui est assez nerveuse et impulsive et ça, on le ressent, on l'a ressenti au cours de ma carrière. Donc, le 3000 steeple, le 5000, ce sont des courses que j'aimais particulièrement bien, le 10 km aussi, avec voilà des variations toujours de vitesse. Et le marathon, c'est vrai qu'il faut avoir, c'est un peu la force tranquille. Donc je suis allée sur le semi-marathon et le marathon, en fait, j'ai pas fini mon premier marathon et je suis revenue très rapidement sur le 10 000 où j'ai battu mon record à 38 ans. Donc moi, j'ai eu une carrière en fait de junior 2 jusqu'en 2020 où j'étais encore en équipe de France de cross. Et puis le temps est venu, une lassitude pour moi aussi de voyager, de prendre toujours d'avoir mes sacs et de devoir partir en compétition et en stage. Et donc j'ai choisi d'arrêter ma carrière et de passer un diplôme sur l'INSEP. Donc là, c'est la deuxième partie. Mais bon, j'étais déjà universitaire puisque j'avais un master 2 au cours de ma carrière. J'avais passé 2 DU. Mais là, en termes de coach, en fait,
j'ai décidé d'arrêter dans ma carrière et de passer à l'après et de vouloir transmettre. Ok. Par curiosité, tu as mis combien de temps sur ton record aux 10 000? J'ai eu 31,50 sur la route. Alors, c'est sans, je remets dans le contexte, puisque actuellement, on voit Ça des fait chronos. quasiment du 20 km/h. Ouais, 20 km/h, mais sans carbone. C'est Donc, énorme. moi, c'était une période où on n'avait pas la chaussure carbone, il faut le savoir. Ouais. Et sur piste, j'étais à 32,20. Pareil, sans point de carbone. Donc, voilà, après, c'était dans mon temps et en définitive, ça me plaçait toujours dans la 4e perf européenne. Donc, Ok. à l'époque, voilà. Ouais. D'ailleurs, les plaques carbone, on en entend de plus en plus parler. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, alors, JB, si tu veux répondre peut-être, hein. Ouais, bon après on est à peu près du même avis, je pense, dessus. Le fait que ça a beaucoup contribué à battre les records Europe, France ou même monde, c'était un peu la révolution et ça continue de l'être. Ça permet aussi de pousser encore les records à tomber sur les prochaines courses. Je pense que Valence c'est un bon exemple aussi. Ouais, alors Je c'est sais pas une ce que bonne t'en chose. penses, Sophie. C'est une bonne chose en fait, dans le sens où, ben voilà, ça a permis on voit une masse de coureurs en fait courir plus vite, hein. L'élite Mhm. battre les records. Donc c'est vrai que on est un peu perdu sur les bases et les références. Les athlètes, les entraîneurs d'ailleurs autour des 50-60 ans sont un petit peu certains perdus dans le sens où il y a c'est de nouvelles références, hein. Donc il faut vite se mettre à la page. Alors moi pour tout ça, c'est très bien parce qu'en fait l'athlé et le running, en fait le monde du running est vraiment à le vent en poupe, hein, puisque les dossards s'arrachent, donc la masse s'y engouffre. La Ouais. mauvaise chose, mais vraiment le gros problème, c'est qu'en fait au niveau de l'élite, en fait ils courent beaucoup trop en carbone. Donc là moi je vois ben, des qualités physiques peut-être un petit peu moindres, des blessures à venir, tous les aspects négatifs autour de leur utilisation. Donc, à prendre avec des pincettes, hein. Alors, on n'a pas encore beaucoup de recul, mais il y a quand même beaucoup de fractures de fatigue. D'accord. Plus qu'avant l'apparition des plaques carbone. On ne peut pas quantifier. Il y a pas d'études quantifiées, mais qui quantifient tout ça, mais il y a quand même pas mal de fractures du sacrum qu'on ne retrouvait pas avant. Ok. Sur l'élite, hein, je parle. Mais ça a permis quand même de densifier les courses sur route. Et là, le deuxième hic, et là on le voit sur le groupe, la plupart des athlètes aujourd'hui veulent vite basculer sur la route. On ne trouve que des courses sur route intéressantes. Aujourd'hui, le cross vraiment est en train de s'éteindre, hein. Les pelotons deviennent ridicules. Et D'accord. pourtant, c'est l'école pour moi l'école en fait de l'athlétisme. Et les jeunes s'engouffrent très très vite, hein, oubliant en fait tout ce qui est aspect de vitesse sur le 15, le 3000, le 5000. Ok. Voilà. Ok. Et pour ceux qui sont pas du tout du monde de l'athlétisme, est-ce que tu pourrais expliquer en quoi consiste le cross-country, le 3000, 5000, 10 000 et le steeple? On dit steeple ou steeple d'ailleurs? Steeple. 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 C'est anglais, Ça, steeple. ça dépend si c'est en anglais, mais en fait, ce qui est important, c'est de varier les distances quand on est jeune, de courir vraiment du 8, 15, 3000 pour voir en fait où sont les qualités, d'apprendre à se découvrir sur différents profils. Et puis progressivement, on voit les athlètes exceller dans telle ou telle distance. Pour moi, le cross, c'est la base. C'est là où on apprend à se connaître. D'accord. N'oublions pas que en fait, la logique interne de l'athlète, si on est en termes pédagogiques STAPS, c'est vraiment de gagner des courses et d'aller le plus vite, de gagner. Donc là, on est carrément dessus avec on a des courses en relance sur différents types de parcours. Donc si on est sur les qualités d'appui aussi. Donc on travaille la puissance. C'est pour ça que le travail spécifique cross est hyper important pour un coureur sur route et qu'on garde Ouais. et que je garde et que je fais pour
pour exceller sur la piste ou la route. Ok. Et est-ce qu'il y a des petites astuces sur ces épreuves? Déjà, je pense. Est-ce qu'il vaut mieux être devant ou est-ce qu'il vaut mieux être le chasseur? Après, ça dépend du niveau, ça dépend du niveau de l'athlète. En fait, quelqu'un qui est au-dessus, forcément, il va partir progressivement et il fait sa course. Maintenant, évidemment, enfin, moi, je suis pas quelqu'un qui est de stratégie. Là encore, le cross permet de se connaître. Il y a des fois, il vaut mieux être derrière et être un bon finisseur. Et puis il y a d'autres athlètes qui partent de loin parce que ils n'ont pas confiance en leur finish. Tout dépend du profil aussi. Hein. Il faut s'adapter. En fait, l'athlétisme, le sport, l'athlétisme et la course à pied, c'est de l'adaptation en permanence. Donc on a un parcours qui est jamais plat, avec un parcours qui n'est jamais meuble. Beaucoup de boue, ce qui convient à tel ou tel profil. Donc en fait, c'est toujours difficile. Il faut faire sa stratégie en fonction déjà de soi, pas des autres. Et parce que si on prend trop en compte, on ne maîtrise que soi-même. Donc en définitive, il faut vraiment arriver à se recentrer et tout en observant bien le milieu. Moi, j'ai gagné mon titre aux Europes en partant 3 tours avant la fin. Donc une stratégie était établie, mais en fait, il faut plusieurs plans dans une course. D'accord. Comment tu organises une course? Quand tu pars sur la ligne de départ, tu sais déjà ce que tu vas faire ou tu as une part d'improvisation pendant la Il course? y a toujours une part d'improvisation, ça c'est évident. Après, si c'est en cross, je sais plus ou moins que moi à l'époque, je partais peloton de devant et j'essayais de pas de me mettre devant parce que j'étais quand même réputée pour exploser des courses et parfois ne pas aller moi-même au bout. D'accord. Donc j'utilisais le terme chasser, chasser, c'est ce que je dis à mes meilleurs, hein, chasser. Je trouve toujours quelqu'un, un profil d'athlète qui va pouvoir être à la fois booster parce que c'est une référence que je cible. Je vais pas dire des noms, mais je trouve toujours un profil d'athlète qui va pouvoir, comment dire, amener l'athlète en question, enfin mes athlètes en question à exceller, se décentrer de ses sensations parfois et se dire voilà, tu suis cette personne, tel athlète, tel athlète, et à un moment donné, il faut poser le cerveau. Et par exemple, à Valence, pour pas le stresser, j'ai pas du tout utilisé d'athlète français. Et pour moi, je lui ai parlé d'un champion olympique de triathlon qui allait partir sur les bases de 27-45. Et puis voilà, après, les athlètes ont une intelligence de course. On a tous une intelligence de course parce on apprend à se connaître. Plus les années passent, on a une expérience et c'est ce qu'il y a de bien. Donc, et d'ailleurs, le cross, justement, permet beaucoup ça, d'avoir de l'expérience, d'arriver à s'adapter en course, à trouver son souffle pour les courses plus à objectif comme le steeple ou là le 10 km de Valence. Ok. Est-ce que tu pourrais donner un ordre de grandeur du volume d'entraînement, du kilométrage à haut niveau dans ces disciplines par semaine? Alors ça varie en fonction du profil, toujours pareil. Qu'on soit coureur de plus court ou de plus long, alors on va parler alors en termes déjà de femmes ou d'hommes, c'est différent puisque en fait les vitesses sont différentes, donc on met plus de temps à parcourir des kilomètres. Quelqu'un comme Djilali aujourd'hui est entre 130 et 160 km JB, je pense, c'est ça? Ouais, c'est ça, je te confirme, ouais. Les juniors, ils sont entre 80 et 90, voire même pas Mm. juniors espoirs. Hein. Là, on a un junior qui était à quelques secondes du record de France. Il est entre 40 et 80, donc ce qui est exceptionnel pour la suite de sa carrière, puisqu'il a Ça veut dire qu'il a un haut potentiel? il a un grand potentiel, oui. D'accord. Et moi, en fait, j'étais une athlète qui était entre 110, 120 km, mais beaucoup de qualité. Une sortie longue le dimanche, donc le kilométrage n'est pas la clé. C'est pas la clé. D'accord. Quelle est la clé? Ah, il y en a plusieurs. Si on avait on avait une clé,
Il y a vraiment plusieurs choses, mais bon, il y a le kilométrage évidemment, mais c'est surtout la qualité des séances, la, la continuité de l'entraînement en est une autre. Sans continuité, pas de performance. Le repos en est une autre avec la régénération, le sommeil, la nutrition. Bien sûr. L'autre clé, c'est l'optimisation de la perf. Donc là, c'est le suivi de la charge, JB, avec contrôle, savoir si tout se passe bien. Donc tous les éléments que je viens de citer rentrent en considération. La vitesse est une clé. L'endurance fondamentale en est une autre. Donc en fait, il y a beaucoup de. En fait, c'est vraiment une cuisine. L'entraînement, c'est une cuisine avec sa logique. En fait, copier les séances, c'est pour ça que moi, j'ai pas de mal à donner les séances que je fais, parce qu'en fait, une séance isolée ne veut rien dire. C'est l'emboîtement des séances et l'emboîtement des semaines qui fait que ça prend. D'accord. Et quelle était ta semaine type? À moi, perso. Alors, elles ont changé, évidemment, en fonction des philosophies d'entraînement que j'ai eues. Moi, aujourd'hui, en tant qu'entraîneur, je me fie énormément au travail, à la logique et à la philosophie anglaise. D'accord. Qui consiste en beaucoup de travail en contre-effort. Donc, c'est-à-dire soit peu de récup ou de la distance parcourue en un temps donné. Avec un mélange de travail base 5 km, 10 km et sortie longue. Ça, c'est pour le coureur de 5 à 10K. Ça peut être sur le steepler, évidemment, une alchimie entre le long et le plus court, donc le secteur 15 et le secteur 5000. D'accord. Donc ça, c'est une logique anglaise, sans oublier toujours la sortie longue. Et je greffe ce qui, moi, m'a aussi formé, c'est tout le travail de prépa physique qui est hyper important, de technique. Parce qu'aujourd'hui, une foulée, en fait, une moteur de Ferrari sans les ressorts de Ferrari, ça donne rien du tout. Donc en fait, il faut vraiment travailler la technique de course et la musculature de l'athlète. Et d'ailleurs, avec JB, on a parlé musculation vendredi longtemps. Je lui ai donné ma philosophie, la philosophie que j'ai eue de mes premiers entraîneurs, qui étaient les entraîneurs qui ont donné la philosophie de l'ensemble des entraîneurs de l'équipe de France d'aujourd'hui, qui était Roger Millot, puisqu'à l'époque, l'ensemble des entraîneurs recevaient des formations de qualité et transmettaient. Et c'est ce qui manque aujourd'hui. Donc, beaucoup de techniques et de prépa physique. Donc, moi, pour revenir à moi sur mes années, pour moi, c'était lundi musculation et aérobie avec ligne droite le soir. C'était une séance qualité mardi ou aérobie fartlek le mardi en groupe. Le mercredi, sortie moyennement longue, 1h20. Repos toujours le mercredi après-midi. Le jeudi, ça pouvait être une sortie que moi je dis de tempo, mais le tempo, ça veut tout et rien dire. Alors c'était du seuil, seuil 1 ou seuil 2, tout dépendait. Le vendredi, je repartais très souvent avec ma philosophie anglaise sur du repos total, et ça a frustré un peu le corps. Donc c'est pour ça que le kilométrage n'y est pas tellement. Hein. Samedi, grosse séance 5-10 000 ou cross. L'après-midi, petite récup de 30 minutes, légèrement. Et le dimanche, la sortie longue d'1h30, voire plus. Mais bon, ça dépassait jamais les 1h40. Et ça, c'est quand j'étais coureuse de 5000. Donc, un kilométrage qui était de 110 à 120 km, 130 vraiment maxi quand je doublais fort, mais ça n'a jamais trop dépassé. Mais on voit une récurrence des séances mardi, jeudi, samedi, plus la sortie longue du dimanche. Donc c'est quand même pas mal avec les deux prépas physiques. Et voilà, donc ça fait quand même pas mal. Ouais, c'est clair. Bah, sur le volume d'entraînement, c'est assez impressionnant. Après, pour le coureur du dimanche, ça fait un kilométrage énorme. Hein. Oui. Mais c'est vrai que pour des spécialistes, c'est plutôt de la quantité de qualité que de la quantité pour de la quantité. Alors oui, quantité de qualité, mais bien mesurée. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de la quantité de qualité à la française, c'est-à-dire des séances dures, récurrentes. Il y a vraiment JB, on est sur au niveau des charges, j'ai perdu le mot, mais
Il faut vraiment une charge intense et une charge ah, Ah oui, en gros, dans l'alternance des charges, on varie sur de l'intense, du moyen, voilà. et si tu veux, voilà, c'est comme ça qu'on compose. D'accord. On J'ai met des perdu, séances dures, des fois moyennes, j'ai perdu le on mot, compose comme mais ça. il y a un mot précis, mais ça me reviendra. Mais en tout cas, il faut vraiment varier les intensités de charge pour pas faire de l'intense intense à chaque fois, à chaque sortie. Ok. Ouais, de l'ondulatoire, un peu. C'est polarisé. Polarisé. Voilà, Polarisé. ça y est. Ok. Et tu as parlé de préparation physique. Quelle est la part justement de renforcement musculaire pour un coureur? Qu'est-ce que tu recommanderais de faire? Bah, déjà, il y a les circuits training qui sont hyper importants, sans charge. Nous, aujourd'hui, avec JB, on a une problématique matérielle. On n'a pas de salle de muscu cette année de dispo, donc j'ai choisi de prioriser l'aérobie et du travail technique sans charge. Et je lui ai D'accord. dit qu'on allait continuer et qu'on allait continuer avec de la technique et de la prépa physique sans charge. Donc, ce qui peut être fente sautée, squat jump, montée de genoux très rapide, travail de pliométrie sur des haies. Donc ça, c'est hyper D'accord. important. Travail de pied. Le travail de pied qui est négligé aujourd'hui. Le travail de pied déroulé en avant, en arrière, rasping, etc. Donc jusqu'au travail des orteils. Enfin, c'est vraiment... on est limite en fait sur la prévention aussi de blessures, donc de la prophylaxie. De la prophylaxie, Ouais, ouais. et donc il faut pas oublier qu'en fait nous les coachs d'athlètes, on est quand même à la base de beaucoup de sports pour ça. On est reconnu sur nos qualités. De grands coachs sont aujourd'hui des prépas physiques en rugby, en athlète. Donc c'est la base. Nous on doit être en forme. Enfin on doit avoir une intelligence motrice. Et on a tous les exercices. On a un éventail d'exercices qui permettent en fait de pouvoir faire ça. Donc moi c'est hyper important de faire ça. Aujourd'hui le problème, il y a une problématique autre aussi, c'est que j'ai chez les jeunes un manque de temps. Un manque de temps parce que ben ils ont des études. Donc greffer tout ça, les gammes avant les séances, c'est hyper important, j'insiste. J'insiste sur des gammes ensemble et un travail de côte qui est un renforcement naturel qui est négligé pareil. Travail de côte courte à longue et elles peuvent durer 2 minutes 30. Ouais. Alors là, on est sur après un domaine énergétique où on recherche la VO2 max. Donc là, on est sur un travail de résistance, mais ouais, c'est pas des codes de 30 secondes basiques. Et toujours ce On en a travail de aussi, gamme, mais oui, on en a aussi, mais et toujours ce travail de gamme basique en côte avant la séance. Toujours dans cette optique d'économie, de qualité d'appui Ok. Et de renfort, toute et la de chaîne renfort. post. N'oublions, enfin, vous êtes STAPS, VMA, c'est VO2 max fois l'économie de la foulée, donc Mm. voilà. Et est-ce qu'il ne faut pas d'autant plus augmenter cette part de prophylaxie maintenant qu'il y a l'utilisation de semelles carbone? Totalement, totalement. Euh, Sur la partie renfo, donc là vous avez plus de salle. Et à Non. l'époque où vous aviez une salle, quel type d'exercice vous recommanderiez de faire? Bah, en fait, ce que je disais à JB, le squat est vraiment le premier exercice avec toutes les variantes qu'on peut avoir. Donc là, on part toujours des angulations profondes vers les angulations spécifiques. Donc en début d'année, on va être plus en squat complet, demi-squat, quart de squat, pour finir après sur des angulations très spécifiques. Mais D'accord. en fait, la logique, elle va de la séance à l'année. C'est-à-dire qu'on on va toujours et avec voilà, une philosophie. Donc le squat est un bon exercice avec toute ta variante derrière squat jump et puis transfert vers l'avant. On a un gros travail après sur la chaîne postérieure, tout ce qui est alors le héron, en fait l'excentrique d'ischio. Donc soit en vitesse lente, mais sans oublier la vitesse rapide, donc avec un travail de Zwift ball où on peut aller chercher en fait du travail balistique à fond parce que ben, les ischios travaillent énormément en course à pied
Et en fait, les fibres ne travaillent pas de manière lente, mais très rapide. Donc, il faut ne pas oublier la chaîne postérieure qui est finalement la problématique de blessure chez le coureur. Beaucoup de tendinite, d'insertion, d'ischio-jambier. Aussi par le fait qu'on est très souvent assis, les étudiants en cours, en voiture, etc. Donc, voilà, ne pas oublier tout le travail du dos, les muscles accessoires respiratoires. JB, tu peux nous dire aussi par rapport à l'étude que tu m'as fait part la semaine dernière. Ouais, sur le travail respiratoire. En fait, c'est un peu plus axé sur la partie profilage et facteurs limitants des athlètes, surtout sur nos disciplines à nous. En fait, on se rend compte que à l'époque, on avait tendance à penser que la limite sur ces athlètes-là, elle était beaucoup cardiovasculaire, que à partir d'un certain moment, on avait du mal à induire des adaptations au niveau de la fréquence cardiaque, parce qu'en réalité, avec l'entraînement, on induit peu d'adaptations sur la fréquence cardiaque maximale, mais beaucoup plus sur le VES, et on considérait qu'à un moment, c'était vraiment trop faible les adaptations qu'on avait sur VES, donc en fait, le facteur limitant aurait été plutôt cardiovasculaire, et on se rend compte que maintenant, en fait, c'est une mauvaise compréhension qu'on a eue de la physiologie, et qu'en réalité, les muscles respiratoires, pour des athlètes qui courent, en fait, respirer en courant, c'est pas forcément quelque chose qui est intuitif, quoi. Et c'est quelque chose qui se travaille. Les muscles profonds, les muscles respi, ça se travaille vraiment. Et donc, faut vraiment, en fait, il y a vraiment toute une nouvelle vague qui amène ce travail de muscles respiratoires qui est hyper important, en fait, pour courir, surtout sur les athlètes internationaux. Alors moi, à l'époque, Donc, voilà. c'était quelque chose qui faisait vraiment partie de mon renforcement avec l'entraîneur que je vous parlais, c'était Roger Millot, où on avait un travail hyper important sur tous les trapèzes, les dorsaux, avec des travails d'haltères, un travail de poulie basse, poulie haute, et toujours en incluant en fait une inspiration, une expiration forcée, avec même un blocage. Moi, j'ai eu travaillé même en natation pendant pas mal de temps avec moi-même d'ailleurs en hypoxie. C'est-à-dire que je travaillais 3, 6, 9 temps en apnée, donc avec du crawl. Et j'ai vraiment constaté un mieux-être en course. Donc j'étais un peu, enfin, je suis quelqu'un de persuadé, et donc j'insiste beaucoup sur ce travail avec les athlètes. Donc puis que ce soit aussi pour la posture, puisque ça redresse. Aujourd'hui, un athlète qui est fort, en fait, on le voit droit, il y a pas de problème de posture, hein. Et ça, c'est une des limites. Ouais. Les épaules qui C'est s'enfoncent. ça. Ouais. Ok. Ouais, c'est super intéressant d'utiliser le milieu aquatique pour bosser un peu plus Exactement. sur la respiration. Et en plus, on récupère parce que ça masse. En fait, derrière, il y a même au niveau des jambes, tout ce par rapport à l'eau, sur les jambes, des mouvements, du coup, de la récupération, du drainage. Donc, c'est hyper intéressant. Et pour revenir sur ce que tu disais, JB, donc pour ceux qui ne connaissent pas forcément, le VES, c'est le volume d'éjection systolique. C'est la quantité de sang que le cœur peut éjecter à chaque contraction. Et pour rester sur cette thématique de la respiration, est-ce que vous faites du travail en hypoxie, en altitude par exemple? Sophie, ouais, elle se débrouille vraiment bien là-dessus, et c'est une grosse partie de son plan d'entraînement. Ouais. Alors moi, justement demain là, je vais annoncer que sur les réseaux que je vais reprendre une formation pour juste valider, c'est valider des choses que j'ai déjà, enfin pas que je sais, parce qu'on apprend toujours. Donc moi déjà l'hypoxie, l'entraînement en altitude, parce qu'il y a l'hypoxie simulée, il y a l'hypoxie en milieu naturel, il y a plusieurs choses, et puis il y a même simulé à travers la respiration coupée. Moi, j'utilise fond romeux ou le Kenya à défaut pour certains athlètes. J'utilise l'altitude, ça fait partie de ma philosophie d'entraînement. Et je sensibilise déjà les jeunes à y aller. Plusieurs choses. Un aspect déjà mental. On est dedans, il n'y a rien à faire, on est dans l'entraînement. Donc déjà, ça c'est... Les milieux sont plus propices à s'entraîner avec tout ce qu'on a dit, la composante montée, descente, donc déjà sur un travail sur la foulée, le rendement, et le fait qu'on soit en hypoxie, le rendement x2, puisqu'en fait moins d'apport d'oxygène, on est obligé d'améliorer cette économie de course. Attention à du pentu,
en fait, il y a l'effet en fait négatif, c'est que si on maintient pas cette qualité de pied, ça va contre le rendement. Donc en fait, c'est un équilibre à avoir par rapport à ça. Donc moi, j'utilise le fond romeux. Moi, j'ai utilisé pendant des années fond romeux pour moi et pour mes athlètes. Et j'ai même été poussée plus loin puisque donc là je vous ai parlé de la natation. Donc j'ai utilisé des méthodes voilà ça se trouvait que la piscine était à fond romeux, donc forcément j'ai fait un hypoxie, mais donc j'utilisais en plus l'hypoxie simulée par l'arrêt de la respiration. Mais j'ai eu la chance de faire rad laboratoire, d'accepter et de me mettre en fait dans la chambre hypoxique de fond romeux. Donc une chambre qui retranscrit en fait les altitudes de 1500 à 6000 pour faire un travail de RSH, donc de travail de sprint répété. D'accord. Et à l'époque, je l'ai fait avec le responsable du CREPS de Font-Romeu, responsable perf de Font-Romeu, Nicolas Bourrel, où on était à 3200 mètres. Et j'ai travaillé sur des protocoles de 6 semaines, à raison de 2 séances par semaine, sur du sprint de 15 à 30, voire 45, j'ai poussé jusqu'à 45 secondes, à 22 km/h. À 3000 d'altitude. À 3200 mètres d'altitude. Donc là, clairement, on joue sur la désaturation musculaire. JB, je te fais la passe. Ouais, Donc l'intérêt, c'est d'aller chercher, donc d'aller au maximum désaturer le muscle en oxygène, et qu'il récupère le plus rapidement par des adaptations. Donc vas-y, là je te fais la parenthèse. Ben, resaturer en fait derrière le plus rapidement possible. C'est un jeu vraiment de désaturation, resaturation du muscle qui est très très bien monitoré avec les MOXIE notamment, qui fonctionne très bien et qui s'utilise là-bas pour vraiment bien encadrer en fait ce type d'entraînement et c'est vraiment top quoi. On a de très très bonnes adaptations là-dessus. Donc moi à l'époque j'étais la première athlète à suivre ce protocole, puisqu'en fait sur PubMed et les études étaient sur des short trackers ou des sports très explosifs. Donc avec Nicolas Bourrel, on a bâti un protocole sur plusieurs semaines. Ce qui était difficile pour moi, c'était de concevoir que cette séance était une vraie séance. C'est-à-dire que moi, au départ, je faisais cette séance, je sortais évidemment très fatiguée, vraiment très fatiguée. Mais le lendemain, je me suis dit, il faut quand même que je le fasse, que je cours en nature et donc faire un fartlek. Et les premières semaines, en fait, ont été très très dures parce qu'en fait, je voulais pas trop écouter, puisque c'est moi à ce moment-là qui me gérait. Et jusqu'à ce que je comprenne que c'est vraiment une séance à part entière. Et à ce moment-là, j'ai fait une séance par semaine. Il en fallait 8, donc sur 6 semaines, on était. Et j'ai constaté, et d'ailleurs sur mon 10 000, j'ai battu mon record. Alors, je dis pas que c'est grâce à ça. Attention, parce qu'il y a toute la planif. C'est un plus, c'est un curseur, c'est une clé en plus. Mais par contre, ça m'a permis de finir, et ça j'en suis certaine, de repousser mon seuil de fatigue et de finir très très vite. En fait, d'avoir l'impression de pouvoir repousser mon niveau de fatigue sur le dernier tour. Et j'ai jamais fini aussi rapidement. Donc je crois que ce travail est hyper intéressant, ne serait-ce que même sur la cadence de foulée, tout ce on parle sur l'économie de course, parce qu'on doit, sur tapis, il y a la vitesse est imposée. On travaille à un moment donné même avec de la pente pour aller vraiment rechercher à désaturer à bloc le muscle. Donc moi, j'ai travaillé avec 4% de pente et franchement, j'ai jamais vécu des séances aussi dures de ma vie. Parce que dehors, c'est pas possible. En fait, le corps, il est intelligent. En fait, il se met pas en danger ou il se met pas aller vraiment tirer sur le rouge au maximum de manière naturelle. Franchement, on peut quasi pas. Là, la vitesse du tapis est imposée et en plus, on te met la pente et tu peux rien faire en fait. Donc, c'est vraiment... Et moi, je crois que c'est très, très efficace. Mais c'est qu'une clé et il faut être bien encadré. Il faut bien que la charge d'entraînement et déjà avoir tout fait avant. C'est-à-dire que le mec, il dorme bien. Avant de parler de ça, il faut qu'il dorme bien, qu'il maîtrise bien l'altitude, pendant des années, il ait fait beaucoup d'altitude, qu'il ait derrière appris à comment récupérer en pleine et réussi à faire des bonnes séances et surtout
parfait en pleine, en compétition, puisque c'est ça l'objectif, les championnats et ce pourquoi on se prépare. Hein. Et ensuite, on vient greffer ça. Parce qu'à un moment donné, on est mature, on a de l'expérience, on est capable de récupérer, mais jamais faire l'inverse. J'arrive en altitude, tiens, je vais tester ça. Parce que c'est ça le problème aujourd'hui. C'est qu'en fait, il y a tellement de choses que On ne sait plus quoi on sait faire. plus quoi faire. Et en fait, c'est où le service, en fait. Tu veux quoi? Un bonbon? Tu veux quoi? Des chips? Voilà. Ouais, c'est super intéressant parce que souvent on voit l'hypoxie sur l'aspect physiologique, Oui. que ce soit en hypobarique ou en normobarique, et j'avais jamais pensé au fait que ça impose une certaine économie de course. Ah ben si. Travailler en pente en altitude, ben, ça Ouais. va t'obliger à changer ta technique pour réussir à t'économiser le plus possible. Mais ben, Ça, j'y avais pas on est sur pensé. une économéie aussi musculaire, hein, puisqu'en fait, là, il y a de la partie technique, la partie cadence de foulée, donc tout s'adapte. De toute façon, je pense que c'est l'intérêt de l'altitude. C'est pas sanguin, hein, il y a très peu de modifications sanguines. Moi, j'ai juste les hématocytes qui ont augmenté, les échanges peut-être, mais il y a jamais beaucoup de, enfin, il y a jamais énormément de changements. On est à 1008 à Font-Romeu. Il faudrait être à plus de 3000 pour avoir un réel changement. Et encore, est-ce que ça a un impact? Non, l'impact, il est vraiment au niveau de la perfusion de l'O2 quand tu reviens en pleine. Donc, on a une meilleure captation de l'oxygène. Et cette économie de course qui est imposée par le fait qu'il y ait moins d'oxygène. Donc, en altitude, en fait, quand tu es au 500 ou 400, à partir de 600, ça commence à piquer quand tu fais des séances de 1000 mètres. Donc, ta foulée, elle devient de plus en plus économique. Et puis, au niveau des échanges gazeux, au niveau musculaire. Donc, il y a l'effet central, mais aussi périphérique. Et en fonction des altitudes, en fait, c'est des différentes adaptations. À Font-Romeu, par exemple, à 1800, on n'est plus sur du central. Et à Ifrane, sur le Maroc, tu peux aller un peu plus vite parce que tu es à 1400, à peu près. Mais du coup, c'était plus à un niveau périphérique sur l'adaptation. Ok. Tu as parlé des entraînements invisibles en quelque sorte. Est-ce que tu aurais des conseils à donner justement par rapport à cette récupération? Bah, le premier conseil, premier numéro 1 du numéro 1, c'est aujourd'hui, c'est le portable. Limite, il faudrait, enfin, non, franchement, le portable, il faudrait même pas qu'il soit dans la chambre. Parce que, en fait, c'est le numéro 1 contre le sommeil. Et le sommeil, on sait, vous avez étudié ça sur les études qui sont sorties. Sommeil, meilleure force, meilleure endurance. Donc meilleure récupération. Donc le premier levier, c'est dormir. Et ce qui empêche de dormir, c'est tous les écrans. Donc le portable. Et aujourd'hui, c'est avec Instagram, les athlètes sont et les coachs, hein, parce que moi j'en fais partie, donc je suis la première concernée, mais vraiment voilà. Et après, c'est la nutrition. Alors, je dis pas qu'il y a des modes, etc., le gluten, le non-gluten, etc. Mais déjà, manger sain. Et manger sain, pour moi, c'est la référence, c'est nos grands-parents. Légumes, féculents, protéines. Déjà, revenir sur les bases. Revenir sur les bases. Limiter Mais c'est bien de faire le rappel aussi des écrans, oui, qui nous bousillent le sommeil, parce que ça, à aujourd'hui, j'ai envie de dire, qui n'est pas addict? mais oui, on sait plus qui de nous du téléphone possède l'un de l'autre. C'est ça. Réussir à s'en séparer, ou ne serait-ce que quantifier le temps qu'on y passe par jour. Bah, ça permet en fait, de prendre moi, un peu les de gens, recul. quand j'entraîne des sociétés, j'ai pas le temps. Mais quand on cumule le temps passé, il y a qu'à aller. Enfin, moi, je prends très peu le métro, mais quand je vais dans le métro, je suis hallucinée du nombre de personnes qui sont sur leur écran. Et franchement, aujourd'hui, il y a un accident. Ouais. On est dans la cata, c'est la cata. Mais voilà, donc la nutrition, le sommeil, l'hydratation. Parce que l'hydratation a un impact sur la fréquence cardiaque. Donc, déshydratation égale fréquence cardiaque élevée le lendemain. Problème musculaire. Après, j'ai pas envie de parler des étirements et des choses comme ça parce qu'en fait, ça, c'est vraiment très individualisé et individuel. C'est vrai que dans l'absolu, il vaut mieux être mobile et donc avoir de pratiquer en fait une séance de mobilité par semaine que rien du tout. Dans la durée,
je suis sûre que c'est un plus. Après, moi, j'étais pas adepte des étirements, c'est pour ça que je dis ça, parce que j'avais l'impression que plus mon muscle était raide, plus il renvoyait, comme une lame de carbone. Mais avec l'âge et les Ce années qui de n'est pas pratique, totalement faux. voilà, ouais, mais ce C'est vraiment qui, vrai, ouais. ouais. Mais avec les années de pratique, voilà, enfin, moi, j'ai beaucoup été chez l'ostéopathe et chez le kiné, et j'ai travaillé cette mobilité avec eux, mais une séance de mobilité par semaine, ça mange pas de pain. Après, je te passe la JB, ce que j'oublie par rapport à C'est ce qu'on faisait, hein. La mobilité, on en a intégré un peu cette année. Tu as vu que ça a fait de Ouais. très bons, on a eu de bons résultats, même au niveau de l'amplitude. On a certains athlètes qui ont réussi à corriger pas mal leur foulée. Je pense à Carla, Oui. qui a Oui. vraiment complètement changé sa foulée en quelques mois, juste parce que on a intégré un bon travail de mobilité. Enfin, il n'y a pas que ça, c'est multifactoriel, mais dans l'idée, ça marche très bien. Après, il faut savoir bien sûr comment l'intégrer avec, faut pas faire n'importe quoi, étirer tout le temps. Il y a des exos, des massages. Et après, il y a tout ce qui est usage de matériel. Donc là, il y a l'électrothérapie, le Compex, tout ce qui est rouleau de massage, ça marche bien. Franchement, moi, je l'ai utilisé, hein, l'électro, je l'utilisais régulièrement sur ton voyage. Après, il y a les chaussettes de compression, les massages. Après, sa vérité, c'est construire sa palette de récup. Parce qu'en fait, rien n'est prouvé. Même le massage, j'en parlais ce matin, on parlait récup. Voilà, aujourd'hui, il y a des techniques de dry cleaning pour voilà, la ponction sèche. C'est des choses invasives. Rien n'est prouvé. Ça marche, tant mieux. Donc, moi, j'ai répondu, ouais, mais le massage, en fait, rien n'est prouvé aussi que ça marche, mais ça fait du bien. Donc, voilà, c'est ce qui fait de bien récupérer et tu récupères mieux. Mais le premier levier, c'est le sommeil et la nutrition et l'hydratation quand même. Ouais, on en revient sur les 3 piliers de base. Oui, oui. Et après, le reste, c'est la cerise sur le gâteau. C'est ça. C'est pas le gâteau. Ah, mais c'est bien de le rappeler. Oui. Souvent, les gens ont tendance à vouloir sur le superficiel. Trouver la méthode miracle. Ah, mais je vais faire de la cryothérapie. Ah, j'en ai pas parlé, mais la cryo, ça a été le gros effet de mode à un moment donné. Alors, j'y suis passée, hein, j'ai été sponsorisée. Alors, c'est très bien. Des fois, t'as des douleurs, ça va, mais après, de manière régulière, en disant, bah, tu vas mieux dormir, etc. À la cryo, c'est pas rien non plus, hein. Déjà 3 minutes à moins 180, c'est pas un plaisir. Donc, se faire mal, c'est pas. Puis moi, j'avais des problèmes vraiment au niveau gastrique. J'avais hyper mal au ventre. Je sortais de là, j'avais vraiment très mal au ventre. Et puis voilà. Après, rénovo l'eau, hein, l'eau froide, l'eau chaude, hein, l'alternance. Ça, c'est très très bien. Et d'ailleurs, c'est ce que sur les études, pareil, PubMed révèle, hein, c'est l'eau froide, l'alternance de l'eau froide, du froid et du chaud. Et d'ailleurs, on va plus sur du chaud avec Sébastien Racinet sur toutes les études, pareil, où il y a un gain en récupération. Ok, c'est bon de savoir ça. Oui. Et même sur les protocoles, même maintenant aussi de guérison. En fait, avant, on mettait du froid, on s'aperçoit qu'il faut mettre du chaud. Ok. Ouais. Ouais, il faut rester dans l'inflammation, en fait. Il ne faut pas essayer de la casser. Ouais. Ben, c'est elle qui va générer les adaptations derrière, donc c'est important des fois de la garder. Après, en période de compétition, bon, des fois, on essaie de jouer avec et de la faire disparaître, parce que c'est propice, mais... Ouais. Ok. Et donc, je sais que vous faites du profilage physiologique. Du coup, JB, je te fais une petite passe décisive parce que j'aimerais que tu nous en dises un petit peu plus sur à quoi ça va servir dans l'orientation de la programmation, quand le faire et comment le faire. Alors, d'abord, avant de commencer par le profilage physio, ça nous permet en fait de vraiment développer une partie optimisation de la performance, mais il y a d'autres choses qu'on a mis en place avant d'aborder le profilage physio, par exemple les méthodes de suivi de charge que nous on trouve bien et qui marchent assez bien, notamment quand on fait des affûtages ou pour suivre par exemple des blessures. Donc ça, c'est déjà là sur la partie opti de la perf, on travaille vraiment bien depuis 2 ans avec Sophie, où on a vraiment bien développé tout ce qui est suivi de charge et profilage. L'an dernier, avec le Stade Toulousain, notamment Marius Coaching, François Leguin, que tu connais, qui est avec nous, on a vraiment développé un suivi de charge qui est hyper optimal, enfin,
très adapté à ce que nous on fait, dans le sens où on a travaillé ensemble pour avoir un truc qui nous correspondait, et qui était vraiment adapté à nos coureurs à nos disciplines, à nos besoins. L'idée c'était d'avoir un truc qui est assez automatisé en fait, qu'on n'a pas besoin de mettre à jour tout le temps, donc qui se fait par remplissage automatique. Ils ont juste à saisir leurs valeurs et tout s'actualise de façon très rapide. Donc pour nous c'est idéal avec Sophie, vu qu'on entraîne tous les deux. Moi ça m'évite de passer non plus 8 heures par jour à faire des suivis de charge, c'est quand même assez pratique. Donc on a mis ça en place depuis l'an dernier. Cette année ça a encore évolué et on en est assez content parce que les données suivent assez bien ce qu'on a à l'entraînement en fait. Et pareil, quand on est sur des affûtages, on voit de combien on diminue les charges, donc ça permet après de réadapter derrière. Ou par exemple quand on a une blessure, on voit qu'elle survient à tant d'unités de charge, donc on se dit ok bon ben là peut-être qu'on va calmer, ou ça permet vraiment d'affiner. L'idée c'est ça. Et par rapport au profilage physio que nous, on pensait déjà l'an dernier et qu'on a commencé à mettre en place cette année, l'idée en fait, le profilage physio, c'est assez large. On peut faire plein de choses avec. On peut définir des zones d'entraînement, on peut essayer d'extrapoler, de sortir des certains facteurs limitants. Moi, j'aime beaucoup prendre pour exemple Sean Sale et Maxime Vold qui lui a aussi contribué. En fait, c'est bien parce qu'ils l'ont. Sean, il l'a beaucoup démocratisé dans le sens où il l'a bien expliqué, il a bien traité le sujet, donc je pense qu'il y a beaucoup contribué. L'idée, c'est nous, ce qu'on fait, c'est de zoner en fait. Donc, on travaille avec un modèle à 6 zones avec Sophie, qui nous permet de mettre en place l'entraînement polarisé qu'on a derrière. Donc, en fait, on fait un profilage physio, on sort nos zones, endurance fondamentale, récupération active, tempo, seuil, sprint, VO2 max. On a des fréquences cardiaques qui correspondent à ces zones-là. Donc, on sait que si on veut travailler sur du tempo, l'AFC, il faut qu'elle soit entre temps et temps. Si on veut travailler sur du seuil 1, on sait que l'AFC, il faut qu'elle soit entre temps et temps. Pareil, ces zones-là, elles correspondent à des valeurs de saturation en oxygène. Donc, ça nous permet en fait de coupler ces valeurs-là aux valeurs de SMO2. Comme ça, en plus de l'AFC, on a la SMO2. Donc, ça permet d'être sûr en fait d'être dans la zone, parce que des fois, l'AFC, elle est un peu variable, notamment sur les retours d'altitude. On voit que ça merdouille des fois un peu. L'idée, c'est ça, en fait, c'est de zoner et de voir comment est-ce que ce zonage, il évolue entre deux périodes d'entraînement. Par exemple, en début d'année, on fait ce profilage-là. Nos zones, elles sont, par exemple, on a un seuil 1 qui est à 3,15. On regarde à la suite, par exemple, de notre premier gros cycle aérobie et on voit les adaptations qu'on a, par exemple, sur notre seuil. Si on a bien travaillé, que notre objectif, c'était de décaler le seuil, on regarde de combien on l'a décalé. Et c'est un peu un témoignage de la qualité de notre entraînement. Est-ce que ce qu'on fait, ça marche vraiment ou pas? L'idée, c'est ça. Et après, le petit bonus, mais qu'il faut quand même prendre avec des pincettes, c'est le fait de pouvoir sortir des potentiels facteurs limitants. Alors, je dis potentiel parce que on n'est pas réellement sûr, en fait, que ces facteurs-là, ils sont vraiment, vraiment limitants. Mais la probabilité pour qu'ils soient limitants, elle est plus élevée que sur, par exemple, notre système physiologique. Je prends un exemple. On sort le profil en fonction de comment est-ce que varient les données. On est capable de dire, bon, ben là, ce facteur cardiovasque, il est probablement beaucoup plus limitant que mon facteur métabolique. Dans l'idée, c'est ça. Ok, de trouver les points critiques et d'essayer de travailler dessus. Ouais, dans l'idée, c'est ça. C'est super intéressant parce que là, du coup, tu combles l'ensemble des paramètres de la performance en quelque sorte, en dehors de l'aspect technique. Tu les refais tous les combien de temps pour voir s'il y a des évolutions au fur et à mesure de la prog? En fait, on essaie de composer avec ce qu'on a parce que on est un peu limité au niveau du matériel qu'on a aussi. Donc, on essaie de faire... si tu veux, il y a une méthode que nous... Un compromis qu'on a trouvé qui marche assez bien, c'est de faire du profilage physio et en même temps de récupérer les données qu'on a à l'entraînement. Parce qu'en fait, l'avantage, en fait, c'est que l'entraînement, il parle. Par exemple, un profilage, on a une donnée sur une journée. Alors que avec l'entraînement, on a 1000 données sur toute l'année. Donc, l'idée, c'est qu'on va pas faire que des tests. En fait, moi, là c'est le terrain qui parle. À un moment donné, le physio, en fait, doit t'accompagner et doit pas devenir. En fait, on ne doit pas être au labo tous les 4 matins. Donc, JB, il a une flash une fois dans l'année. Et puis, on a de multiples... En fait, on va contrôler toute l'année. En fait, avec les valeurs sur certains athlètes, parce qu'on ne fait pas tous nos athlètes, mais les meilleurs. Et j'ai envie de dire, même pas les meilleurs, mais il y a même des fois, en fait, des athlètes qui sont moins bons, mais ils sont tellement investis qu'en fait, on va se centrer sur eux et leur investissement vont faire qu'ils vont gagner de la perf et qu'ils vont être performants. D'accord. Mais l'idée, c'est ça, ouais. En gros, on fait un gros profil. Enfin,
L'idée le plus opti, et ce qu'on essaie de tendre à faire, c'est faire un gros profil en début d'année et contrôler après les valeurs derrière. Par exemple, sur des séances où on fait des mesures de lactate, de FC, de MOXIe, on refait pas un profil complet parce qu'on en a pas besoin, mais du coup, on Mm. contrôle ces valeurs-là. Et par exemple, sur des séances qui sont similaires, par exemple, on fait très souvent du 8 fois 1000 ou du 6 fois 1000, Sophie. Ouais. Donc, comme on le refait sur des périodes qui sont assez éloignées, on peut voir les adaptations sur, par exemple, ce type de séance-là, tu vois. D'accord. Donc pendant la séance, vous allez prendre des données de fréquence cardiaque ou de Oui, lactatémie oui, pour avoir vos repères. D'accord. toujours, Donc on refait très un souvent. peu on refait un peu une map de l'athlète, un profil, mais c'est pas le profil classique avec un test incrémental où on va dans le labo et tout. On s'adapte vraiment pour pas trop contraindre non plus, quoi. C'est pas l'idée. L'idée c'est pas d'aller au labo toutes les semaines. Ok. Et pour la partie quantification de la charge, vous utilisez quoi comme données? Alors nous on utilise le modèle de Foster. Donc on fait la durée fois le RPE. Le RPE c'est une note qu'on attribue à la séance en fonction du ressenti qu'on a eu. Type 10, j'étais au carton, j'ai bâché. 8, j'étais vraiment très dur. Et 0, c'était vraiment trop facile, j'ai rien fait, quoi. L'idée, c'est ça. On multiplie le RPE, du coup, par la durée de la séance totale. Et on a, du coup, un score de charge. Après, derrière, on applique la méthode de l'EWMA, qui, de ce que j'ai compris et de ce que François nous a expliqué, c'est une méthode Mm. qui est tirée de la finance et qui permet de, après, calculer charge chronique, charge aiguë, les rapports ACWR, ACWD. En fonction de comment varient ces données-là, on est capable de savoir si on est plutôt sur une phase où on stimule ou plutôt sur une phase où l'athlète y récupère et de voir, après, c'est à prendre avec des pincettes parce que le mieux, c'est vraiment le terrain et ce que nous, on ressent et l'œil de l'entraîneur. Mais ça permet de Ouais, mais compléter corréler, ce que c'est très nous, on bien. ressent. C'est très bien. Et Voilà. surtout, en fait, plus on a d'athlètes, franchement, c'est chaud pour un entraîneur d'avoir plus de 3 athlètes à haut niveau. Franchement, Ouais. c'est chaud. C'est pour Ça, ça je que veux les bien gros l'entendre. groupes, s'il n'y a pas l'équivalent de JB, franchement, je sais pas comment ils font. Pour Bah, le c'est pour suivi, ça qu'il y a hein, une piste. attention, pour un suivi régulier dans l'année et puis les années. Alors, il y a l'entraîneur expert hein, qui peut en avoir, mais la probabilité d'avoir des blessés ensuite, voilà, se démultiplie. Mm. C'est clair, c'est clair. Et c'est très intéressant. Là, tu as parlé du modèle de l'EWMA. C'est un modèle, je crois que c'est sur 7 et sur 30 jours. Il faudra que je 28. l'approfondisse. 7 et 28. 7 et 28. Mm. Il faudra que j'approfondisse ça. Et tout à l'heure, donc, on parlait des entraînements aussi sur la partie invisible. Est-ce que tu aurais des conseils à donner, Sophie, sur la partie préparation mentale? La mode. Alors c'est pas la mode parce que en définitive avant c'est le coach et c'est souvent le coach en fait qui a les mots. C'est tous les en fait c'est du tous les jours hein. Alors c'est un sujet qui est aujourd'hui actuel hein. On est à la bourre en France parce que on voit de tout et de n'importe quoi pour moi. À savoir il y a des prépas mentaux partout. Tous les athlètes n'en ont pas besoin. Ce n'est pas une obligation. C'est parfois, en fonction du contexte familial, du contexte dans lequel, l'athlète est ou vit, heu, un outil. Mhm. Mais le coach, il peut l'être, hein, comme il l'était avant, par des mots, par des moi, David, il avait une formation d'hypnose D'accord. et il me suffisait, en fait. J'avais pas besoin, il me mettait, j'arrivais à être dans le flow. Alors ça, je connaissais pas ce mot, hein, c'est par ma formation ensuite, dans un état, en fait, où, tu es dans ta zone et rien ne peut t'arriver. Tu es vraiment, dans la perte, un mode robot, en fait, c'est pour moi, c'est ça. Mais pour y arriver, en fait, c'est l'entraînement au quotidien. C'est-à-dire que voilà, en amont, tu prépares des images et puis dans la séance, tu en as d'autres et c'est des outils que tu mets en place dans l'entraînement que tu reproduis en compétition. C'est pas un truc. Donc moi, en astuce, en conseil, le premier conseil que j'ai, c'est de bien parler avec son entraîneur sur les La motivations communication. profondes et les motivations à courir. Enfin, je veux pas savoir pourquoi il court, mais
En fait, je vois trop d'athlètes aujourd'hui arriver, je vais être en équipe de France, etc. Non, qu'est-ce que tu veux faire, en fait? Quelle distance? Qu'est-ce qui te motive? Le présent. Aujourd'hui, est-ce que tu veux, ouais, je veux déjà établir un chrono, battre ton record, et on voit step by step. Évidemment, il faut une ligne directrice, il faut des objectifs intermédiaires et des objectifs un peu plus lointains. Mais j'ai trop d'athlètes qui arrivent, qui veulent être en équipe de France et vivre de leur sport. Et aujourd'hui, en fait, les décentrer par les études est un excellent moyen. En fait, c'est la meilleure prépa mentale, puisqu'en fait, ils se décentrent de l'objectif. Ils sont pas en stress en pensée continue. Donc moi, le premier conseil que je mettrais, c'est donc bien parler avec le coach. Et la deuxième, si besoin, c'est d'aller trouver la personne qui connaît le sport, qui connaît avec une formation de psy. Franchement, qui est D'accord. formé psy. Ouais. Parce que je vois trop de formations en un an et d'improvisation de coach mentaux. Et surtout, en fait, c'est jamais le prépa mental qui vient à vous, c'est des recommandations. Bien souvent, le bon prépa mental, c'est sur une recommandation. Il travaille bien, il y a des bonnes ondes. Et puis après, c'est du feeling, hein. C'est du feeling. Par contre, un prépa mental, pour moi, doit travailler aussi avec l'entraîneur et pas qu'avec la tête. Il doit y avoir des choses il doit y avoir un échange avec l'entraîneur de telle sorte que ensuite le prépa mental puisse travailler avec l'athlète. Parce que parfois, on peut pas parler avec l'athlète parce que c'est comme ça. Après, voilà, moi j'ai un peu le feeling, j'ai un peu de bouteille, hein, j'ai pratiqué. Et donc, des fois, c'est vrai que j'ai beaucoup, enfin, on a beaucoup ce rôle, hein. Mais parfois, c'est bien qu'il y ait une tierce personne. Quand la situation est trop complexe, que l'athlète est bloqué, qu'il y a des choses, des choses à débloquer, parfois une tierce personne peut être utile. Ok. C'est vrai, on le dit pas assez, mais l'entraîneur est le premier préparateur mental en fin de compte. À la base, il est le premier préparateur physique, il est le premier préparateur mental. À l'époque, il n'y avait pas tout ça. Il y avait d'excellents résultats. Aujourd'hui, le problème de l'entraîneur, c'est qu'il y a beaucoup trop de personnes autour de lui. Il doit être vraiment, il doit il doit travailler en équipe et gérer son équipe. Et le problème, quand il y a une mauvaise gestion, c'est le bordel pour l'athlète. Et on oublie que c'est la performance. On veut de la performance. Donc moi, je suis garante de la performance de mon athlète. Avec JB, ça se passe très très bien parce que on sait mutuellement, on se fait confiance. Il n'y a pas de, enfin voilà, c'est une confiance. Moi, si je suis pas là, c'est mon œil et vice versa. Il y a un échange, on se dit tout et on va pas comme beaucoup aller passer derrière l'athlète. Non, on est pour la performance. Alors, on est pour la perf de l'athlète pour qu'il se réalise au mieux, mais aussi pour nous, notre méthode, hein, parce qu'il faut être aussi, voilà, faut être aussi se dire que avec JB, si on arrive à avoir 2-3 athlètes qui battent les records sur 10, c'est dire que notre méthode, elle marche, hein, en C'est fait. déjà bien. Donc, Carrément, ouais. voilà, et aussi, il y a une reconnaissance du travail, et ça, c'est pas assez dit, hein, c'est du non-dit, alors que beaucoup d'entraîneurs sont dans ça, hein, mais voilà, il faut que nous, on veut que nos athlètes se réalisent, et franchement, quand il y en a un qui bat son record de 50 secondes, d'une minute, de 45 secondes, enfin là, c'était ça cette année, c'est génial. Ça veut dire que pour l'instant, on est dans le vrai. Et par contre, on est dans le vrai, mais il faut savoir aussi se remettre en cause, même quand on est dans le vrai, parce qu'on n'est pas les meilleurs. On n'est pas les meilleurs, loin de là, et on a à apprendre tous les jours. C'est Complètement. clair. Rester humble. Et la communication entre entraîneurs est très importante Ah aussi. oui, central, hein. Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes qui veulent se lancer sur du steeple, sur du demi-fond ou sur du cross-country? Est-ce que tu aurais des conseils à leur donner? Déjà, en fait, le conseil, c'est déjà d'aimer ce qu'on fait. Motivation profonde. Si tu fais ça pour toi, tu vas réussir. Si tu fais ça pour les autres, pour les parents, pour briller, ça va pas durer longtemps.
Donc déjà, et pour le jeune, c'est testé aussi, parce qu'on peut se dire, ouais, j'aime le 800, mais finalement, apprendre que voilà, le 5000, finalement, c'est pas trop mal, et vice-versa. Et puis moi qui, par exemple, qui arrive ne sachant pas le steeple, franchement, je me suis éclatée parce que je m'ennuyais sur le 3000 et que les barrières me permettaient que voilà, ça passe plus vite et c'était génial. Donc voilà, apprendre à se connaître. Donc les jeunes, je leur dis d'y aller et de varier les plaisirs et de s'ouvrir. C'est-à-dire que de s'ouvrir aussi à d'autres sports, à d'autres horizons, avant de s'hyper spécialiser. Voilà, c'est ce que je dirais. D'accord. Avoir une pratique plutôt pluridisciplinaire Oui, avant d'être oui, spécialiste. oui. Ok, c'est formateur. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous souhaiteriez aborder sur cet épisode? Ou des conseils qui vous viennent? Non, simplement, moi, ce que je pourrais dire par rapport aux autres entraîneurs, en ce moment, on voit avec STAPS ou les autres formations d'optimisation de la performance que on a tendance à penser que la donnée, elle est omniprésente et importante. En fait, on lui accorde trop de place, je pense, par rapport à ce que en réalité on doit faire à l'entraînement. Enfin, je pense que, et on en a parlé avec Sophie l'autre jour, quand on entraîne, on a des règles qu'il faut respecter, mais après, c'est la créativité de l'entraîneur et on compose comme ça, en fait. On a des règles, on sait que là, il faut faire ça, là, il faut faire ça, là, il faut faire ça. Mais après, il y a une certaine créativité à avoir. Nous, on se base sur la méthode anglaise parce que on l'a testé, Sophie, elle a eu un passif dessus et tout, mais l'idée, c'est ça, en fait. On a des règles, on les suit et la donnée, c'est quelque chose qui vient en plus derrière pour compléter ce qu'on fait déjà sur le terrain, mais il faut quand même commencer à faire quelque chose avant de faire de l'optimisation de la perf, à récupérer des données, à interpréter des choses. Je pense que c'est important de se recentrer sur ça. Pour étayer ça, merci JB parce que c'est exactement ça et c'était un peu notre réflexion. C'est la réflexion du vendredi qu'il donne ici. Mais en fait, moi donc on a une planif, j'ai établi une planif et je suis pas sur Nolio, je suis pas sur les logiciels, je suis à l'ancienne sur Excel, document partage avec JB. Nolio qui est une application Oui, mobile pour ceux qui connaissent pas. Donc là, bon, c'est motivant pour les coureurs du dimanche d'avoir leur application, etc. Mais avec JB, là, nous, on se partage un document Excel. Avec certains athlètes, je partage la planif et pas tous, c'est loin de là, parce que j'aime pas. Mais il faut savoir que, je vais citer un exemple. Des fois, en fait, je change totalement la séance parce que l'athlète, déjà, il a les yeux endormis, parce qu'il fait pourri. Il faut être capable, en fait, de changer, de s'adapter quotidiennement, en fait. De savoir changer, de savoir s'adapter, et ça, c'est vraiment une clé. En gardant la philosophie, mais savoir s'adapter. Et le deuxième, c'est un truc sur la data, notamment. Moi, j'ai assisté parce que j'ai voulu, à un moment donné, être plus axée prépa physique sur des sports que je connaissais moins, la natation. Et j'ai assisté à de la prépa physique en natation sur des élites à Forum. Et donc, je suivais une athlète et je voyais le coach en train de regarder la data, donc le lever de charge, donc les vitesses la vitesse de barre, sans qu'il regarde son athlète. La technique. Et son athlète avait à ce moment-là revenait d'une tendine d'épaule. Je parle d'une athlète qui est de niveau mondial, qui a fait 3e au championnat du monde sur 50 mètres. Je pense savoir. Et quand j'ai dû en fait arrêter le mouvement parce que je voyais qu'elle allait se démonter l'épaule. Et l'entraîneur était centré sur la vitesse de barre. Donc là, c'est une des grosses limites en fait de la data. C'est qu'en fait, on oublie le geste. On oublie le geste et on oublie la tête en fait, quelque part. Voilà, ça c'est un exemple pour les jeunes entraîneurs en fait. La data c'est bien, mais comme l'a dit JB, c'est... Ouais, il faut savoir composer d'abord. Savoir composer, et quand on sait composer et qu'on connaît nos règles, après on pourra faire de la data et optimiser. Je pense que c'est le plus important. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est un plus, c'est l'entraînement prime. La préparation physique, c'est un support à l'entraînement, tout comme la nutrition, la préparation mentale, même s'il y a aussi l'aspect santé. Et la data, c'est juste pour essayer d'amener des pistes à l'entraînement. Mais ça va pas changer l'entraînement. La base, déjà, c'est de s'entraîner. Exactement. Et de récupérer. C'est ça. Et de bien récupérer. Moi, j'ai fait à peu près le tour.
Je sais pas si vous avez d'autres idées en tête de points à aborder. Non, c'est bien là de finir comme ça. Je trouve que c'est pas mal. Pour ceux qui souhaitent vous contacter, quel est le meilleur moyen? Ben, je pense que c'est soit par nos mails, soit par nos numéros de téléphone. Ils tapent notre nom et notre prénom sur Safari et il y aura le site du club et ils auront Non, ou adresse les mail. réseaux, évidemment. Je vais faire ma Les Jens, réseaux aussi. les réseaux. Les réseaux. Vous avez des pseudos particuliers sur les réseaux? Non. Pour moi, à ma Non. part, non. Sophie Duhart. Sophie Duhart, Sophie.Duhart sur LinkedIn et Instagram et jb.chetouche sur LinkedIn et Instagram. Non, les Ok. réseaux, c'est très simple, franchement. Aujourd'hui, c'est le meilleur moyen, surtout sur l'entraînement. Voilà. Tout ce qui est club, c'est has-been maintenant.